Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La pensée socratique entre ironie maïtique et démarche dialogique. Le philosophe Hegel, dans le chapitre 2 de ses leçons sur l'histoire de la philosophie, déclare que Socrate fut le fondateur de la morale, non pas parce qu'il conseilla aux hommes d'accomplir le devoir prescrit par leurs ancêtres, mais parce qu'il incita chaque homme en particulier à cultiver son intériorité et prendre conscience, grâce à sa réflexion personnelle, de valeurs universelles fondant l'existence. Donc, cela veut dire Socrate, maître spirituel du philosophe Platon, était un moraliste esprit d'absolu. Premièrement, la vie de Socrate et les grands axes de sa démarche à un citoyen athénien issu d'un milieu modeste. Socrate naquit à Athènes en 470 avant Jésus, à la fin de guerre médique par lesquelles les Grecs mirent fin à l'hégémonie des Perses. On dit aussi des Médès en Méditerranée. Socrate n'est pas issu d'un milieu aristocratique. Sa mère, Phinarète, était sage-femme. Son père, Sophonisque, était sculpteur. Les documents historiques donnent peu de détails sur les circonstances exactes de son éducation. Il est probable qu'il reçut l'éducation que recevaient les jeunes Athéniens de son temps. Il dut apprendre la musique, la gymnastique, la grammatique, c'est-à-dire l'étude de la langue appuyée sur des textes commentés. Selon certaines sources, Socrate aurait d'abord exercé le métier de son père. Il aurait sculpté le groupe de grâce vêtu que se trouvait devant le temple de l'Acropole à Athènes. Le philosophe Platon et l'historien Xénophon témoignaient l'un et l'autre dans des écrits que sont parvenus jusqu'au nous que Socrate était pauvre et menait une existence très simple. Il avait toutefois fondé une famille de sa femme Xanthippe. Il avait eu trois fils. On connaît très peu de choses de la vie familiale de Socrate, si ce n'est que Xanthippe aurait été une femme possessive et plantive, que son époux aurait supporté avec patience. Belle orientation intellectuelle de Socrate, l'opposition aux sophistes et la recherche d'un principe immatériel. D'autres sources prétendaient que Socrate fut un élève de sophistes, entre autres d'Hippias et de Prodicos, et qui lui-même fut un sophiste. Mais cette affirmation est très contestable. Socrate ne cesse de mettre en cause le sophiste. Il s'oppose notamment à Protagoras, célèbre sophiste à l'époque. Platon témoignera en ce sens. Socrate conteste la formation intellectuelle préconisée par le sophiste, axée sur l'apprentissage de la rhétorique, l'art de construire des discours. Cette formation met au premier plan la puissance d'une raison humaine détachée de toute valeur absolue, préoccupe de s'inscrire dans le rapport de séduction typique du début des débats politiques. Socrate mit en cause l'ambition politique fondée sur l'intérêt et mit au premier plan la parole soucieuse de vérité et la réflexion sur l'action morale. D'autres sources encore affirmaient que Socrate avait suivi les leçons de savants et philosophes de son temps et qu'il appréciait les doctrines posant à l'origine du monde naturel un principe non matériel,
Ainsi, il ne s'accordait pas avec la doctrine de Thalès qu'il plaçait l'eau, élément matériel à l'origine du monde. Il optait pour un principe immatériel de nature spirituelle, à la manière d'un Anaxagore, philosophe dont il a suivi l'enseignement. L'esprit serait cause première de la matière. Cette orientation non matérialiste persistera chez son élève Platon et contiendra une des caractéristiques de l'orientation métaphysique. Un maître privilégiant la parole et la méthode maïtique. Socrate inaugure un certain type d'enseignement. Il ne dispense pas dans une école attitrée de cours à date et heure fixée. Il ne demande aucune somme d'argent en échange de ses leçons, mais au cours de ses promenades, il va à la rencontre de ses concitoyens. Il prend contact avec ceux dans le lieu de vie, comme l'agora, la place publique, centre de la cité. Il parle avec eux, les questionne, instaure avec eux des discussions. Par l'épée de ces échanges parlés, il incite ses interlocuteurs à réfléchir sur le sens de leur existence, tant privé que public, en mettant en premier plan l'activité de l'âme et le souci de la conduite droite et juste. Maintenant, la quête de valeur morale est essentielle chez Socrate. Mais je cite Socrate, ma seule affaire, c'est en effet d'aller par le rue pour vous persuader, Geneviève, de nous vous préoccupez ni de votre corps ni de votre fortune, aussi passionnément que de votre âme, pour la rendre aussi bonne que possible. Ainsi Platon nous rapporte par la bouche de Socrate lui-même les caractéristiques de sa démarche dans l'apologie de Socrate, ouvrage consacré au procès de Socrate par Platon. Socrate, lorsqu'il parle de son activité de philosophe, se réfère à sa mère, Phinarète, qui était sage-femme. Elle explique que son métier est similaire, qu'il consiste à faire accoucher non le corps en mettant au monde les enfants, mais à faire accoucher les esprits, en leur faisant exprimer au grand jour les vérités dont ils sont porteurs grâce à des questionnements incitant à la réflexion. Telle est la célèbre méthode dite maïtique. Cet art de faire accoucher l'esprit du verbe maillon, maïtique du verbe maillon, faire accoucher, à laquelle Platon nous renvoie dans ses dialogues, notamment dans le dialogue Les Tiers-Têtes, sous-titre sur la science. Deuxièmement, un esprit libre posant l'existence de valeurs absolues. C'est l'esprit de Socrate, la pensée socratique. C'est un esprit libre posant l'existence de valeurs absolues. Un psychologue et un métaphysicien. Socrate n'étudie pas la nature, il ne se préoccupe pas de physique, en grec physis, ensemble de minéraux, végétaux, animaux, comme le faisait le philosophe intérieur. Il centre sa recherche sur l'homme et plus précisément sur l'âme de l'homme. En ce sens, il est le premier psychologue. Il met en place une recherche rationnelle sur l'âme. Âme, psyché en grec définie comme réalité immatérielle. Cette psychologie s'inscrit dans un projet philosophique précis. Socrate, d'une part, différencie le corps matériel, mortel, et l'âme immatérielle, immortelle. D'autre part, pose la supériorité de l'âme sur le corps. C'est l'âme qui instaure en l'homme la puissance de la raison. La raison oriente l'existence de l'homme, selon Socrate. Elle est puissance de réflexion dans l'ordre de la connaissance. Elle est puissance de maîtrise de soi dans l'ordre de l'action.
Elle contrôle le désir et les passions. Elle permet l'accès aux vérités essentielles. Ces projets philosophiques et caractéristiques de la métaphysique, orientation de recherche qui étudie les réalités au-delà de la nature, méta, au-delà, physis, au-delà, nature. Un métaphysicien pose toujours la distinction de l'âme immatérielle et du corps matériel. Il postule que l'âme, par sa puissance rationnelle, peut accéder aux réalités absolues. B le demande de Socrate, la puissance de la réflexion libre. Socrate ne cesse de dire qu'une divinité, en grec, daimon, le terme démon et sa retranscription française parle en lui, il incite à la recherche de la vérité. Cette recherche passe par la connaissance de soi, par l'activité de la réflexion de l'âme sur elle-même. Cette divinité est-elle la voix de la conscience? Symbolise-t-elle la conscience morale et l'esprit critique? Ces hypothèses ont été formulées. Socrate se réfère toujours à son démon pour remettre en évidence une puissance intérieure et intime, l'orientant dans l'existence d'une manière impérieuse et l'obligeant à découvrir la vérité sans référence aux conventions extérieures. Ainsi, là, puissance de réflexion et puissance de dévoilement de la vérité. Cette puissance libre et personnelle semble mettre en premier plan la puissance d'un sujet individuel dégagé des impératifs de la simple coutume. Ainsi, Socrate semble menacer l'ordre même de la cité athénienne. Il a l'audace d'invoquer cette puissance intérieure, absolument personnelle, plutôt que de se référer sans examen aux devoirs dictés par la religion en vigueur, ces devoirs qui fondaient l'ordre traditionnel de la communauté. Cette audace de l'individu animé d'esprit critique, jugeant par soi-même ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, sera estimée dangereuse. La condamnation à mort de Socrate vient en droite ligne de cette attitude de contestation critique individualiste. C'est la recherche de l'absolu et l'opposition au relativisme des sophistes. Socrate a fait sien le précepte connais-toi toi-même, précepte inscrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. L'examen de l'homme par lui-même, par la réflexion de l'âme sur elle-même, doit être mis au premier plan de la recherche philosophique. Toute cette connaissance de soi n'est pas une simple introspection. Une introspection, un examen, cela veut dire un examen intérieur de l'homme par lui-même, permettant à l'homme de découvrir sa personnalité profonde, mais un cheminement réfléchi, personnel, permettant d'accéder aux valeurs universelles, ces valeurs absolues, immuables, intemporelles, sur lesquels tous les hommes doivent régler leurs pensées et actions en toutes circonstances. Ainsi, le sujet particulier découvre par lui-même des valeurs qui ne valent pas que pour lui-même. Sur ce point, la position de Socrate aux sophistes s'avère radicale. Alors que Protagoras et ses disciples déclaraient à chacun sa vérité et prétendaient d'accorder à chaque opinion la même valeur de vérité, Socrate, au contraire, signale que chaque opinion doit être évaluée selon son rapport à la vérité absolue et ne saurait immédiatement être tenue pour valable. Il met ainsi en cause le relativisme qui anime la doctrine des sophistes. Qu'est-ce que le relativisme? C'est ce à quoi s'oppose tout métaphysicien. Une conception contestant l'existence d'une vérité absolue et posant la relativité de toutes les opinions humaines. L'orientation philosophique de Socrate est radicalement anti-relativiste. Nous retrouvons chez Platon, premier grand métaphysicien, cette même orientation anti-relativiste. Troisièmement,
La mort de Socrate, l'immortalité du sage, le motif de l'acquisition et de la condamnation à mort. En 399 avant Jésus, trois citoyens athéniens déposeraient une plainte à l'encontre de Socrate auprès du tribunal d'Athènes. Miletos, jeune poète, Lycon, membre du Parti démocratique, et Anytos, riche commerçant et personnage influé d'Athènes, ayant œuvré pour le rétablissement du régime démocratique. Ce dernier sera représenté par Platon dans le dialogue le Minon. Ils sont convaincus, comme beaucoup d'autres citoyens, que Socrate s'attaque aux traditions religieuses et politiques de la cité et exerce une influence malsaine sur l'esprit de jeunes gens. Le procès s'effectue en toute légalité. Socrate effectue lui-même sa défense selon l'usage courant. Il plaide non coupable et met au premier plan sa mission divine, celle que son démon personnel l'incite à remplir. Avec dignité et ironie, il provoque ce juge. Il insiste sur la fausseté du motif d'accusation et étant met en relief l'injustice même de ces accusateurs. Dans le même mouvement, il dénonce l'attitude lâche et immorale des Athéniens, complices de l'accusation, invoque la conscience morale des honnêtes gens et prophétise la justice future qui ne manquera pas de lui être rendue. Mais le sage métaphysicien ne craint pas la mort. Le verdict suivant sera émis à la majorité de voix, la condamnation à mort par empoisonnement. Socrate, à la nouvelle du verdict fatal, il ne manifeste aucune crainte, aucune colère. L'âme est immortelle, seul le corps périt. Ce calme et cette détermination campaient le portrait de sage métaphysicien. La mort par empoisonnement était en usage de la cité d'Athènes de cette époque. Le condamné à mort absorbait un liquide fabriqué à partir de l'extrait d'une plante toxique. La ciguë, la mort infligée, était rapide et spectaculaire. Platon, dans le dialogue intitulé le Phaédon et le Criton, raconte le dernier moment de Socrate dans sa prison et relate les discussions engagées avec ses disciples, notamment sur l'immortalité de l'âme, ainsi que les raisons qui amèneraient Socrate à refuser de s'évader. Dans l'Apologie de Socrate, il retrace le processus de Socrate et relate les paroles adressées aux philosophes, à ce juge. La dignité morale de Socrate est au premier plan. La philosophie occidentale, à la suite de Platon, ne cessera de célébrer Socrate comme un modèle exemplaire de grandeur spirituelle et morale. Si Socrate et le respect des lois de la cité, Platon rapporte notamment un épisode célèbre de grande importance pour compléter le portrait du sage. Ses disciples et amis avaient organisé son évasion et lui proposé de s'enfuir. Mais Socrate, avec grande fermeté, refusa catégoriquement de s'évader et invoqua le respect qu'il éprouvait pour les lois d'Athènes, les lois de sa cité d'origine. Que signifie ce refus? Certainement pas une simple soumission à l'ordre établi. Socrate, on l'a vu, n'a jamais manqué d'esprit critique. Il a toujours revendiqué l'examen rationnel de traditions et coutumes. Son anticonformisme est notoire. Les lois règles de la cité ne doivent pas être adaptées
aveuglement comme des obligations allant de soi, pesant nécessairement sur l'individu, mais comme des conventions instituant un ordre humain que l'homme s'engage en toute liberté de conscience à respecter même s'il lui arrive d'en mesurer l'imperfection. Ces conventions tenant en place des obligations. L'homme se distingue de l'animal. Pur être naturel, il n'instaure pas avec ses semblables de simples rapports de force fondés sur l'instinct. Il mit en place des limites morales et juridiques contrôlant la force des pulsions et les passions. Ainsi, Socrate, malgré son anticonformiste, reste fidèle aux idéaux d'Athènes. Cet aspect de sa vie, au moment ultime de la mort prochaine, suscitera nombre de réflexions et commentaires. Certains philosophes, comme Hegel, verront dans cette fidélité une preuve tragique d'héroïsme extrême. D'autres, comme le philosophe Nietzsche, 1844-1900, y verront l'expression grandiose d'un esprit malade, obsédé de morale, préférant la mort à la vie au mépris de l'affirmation de soi. Mais quelle que soit le prise de position, Socrate ne laissera jamais indifférent et suscitera toujours aussi bien pour sa vie que pour sa mort des questionnements marqués d'admiration et de tonnement. Voilà notre intervention intitulée La pensée socratique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.